Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief, le 20e d'ores et déjà, alors quasiment le 20e parce que certains épisodes ont été tournés en différentes parties, en 2 parties, mais qu'à cela ne tienne, on a passé ce week-end en National 2 comme en National 3, la barre symbolique de la 20e journée, autrement dit, on attaque d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours même, la phase finale, le sprint final dans nos 2 championnats. Vous en avez l'habitude, on commence cette émission par la partie National 2. La partie National 2, on ne va vous proposer qu'une seule rencontre et pour cause, c'était ce week-end le match retour du derby de Normandie, le duel entre l'US Granville tourné vers ses espoirs de monter et l'AS Virois qui se bat pour ne pas redescendre en National 3. Voici pour vous donc les images de cette partie. Les Virois qui se sont redonnés du baume au cœur la semaine dernière en gagnant 4 points en l'espace d'une semaine. L'US Granville de son côté espérait ce week-end se remettre de son revers du côté de l'AS Beauvais. Un revers qui a mis les Granvillais à 5 points du leader boulonnais. Il s'agissait donc de retrouver la victoire dans un stade Louis Dior où ils sont plutôt à l'aise, nos amis Granvillais. Ce sont d'ailleurs eux qui vont se mettre les premiers en action avec ce poteau trouvé suite à cette parade de Louis Deschâteaux, mais Liviu Nabab est finalement rattrapé par la patrouille. Pour une position de hors-jeu, il n'y aura pas d'ouverture du score. Esteban Gonçalves et ses partenaires sont donc de nouveau contraints de partir à l'assaut des cages, mais ni Félix Ley ni Sofiane Amar ne parviennent à prendre en défaut le portier, l'ancien portier du Stade Malherbe, Louis Deschâteaux, qui résiste comme il peut, mais les Virois sont en difficulté dans ce premier acte. Clairement, les occasions sont, pour ainsi dire, toutes à l'actif de Diakari Diarra ici en action, mais incapable de mettre le ballon dans le cadre. On arrive dans la deuxième période avec toujours cette équipe de l'US Granville et Liviu Nabab en quête d'ouvrir la marque. Les Virois qui vont se montrer enfin dangereux lors de la deuxième période, mais ici le capitaine de cette équipe viroise qui ne parvient pas à tromper Paul Relais, les Granvillais qui vont s'en remettre finalement à une erreur défensive de l'AS Virois. On tergiverse pour dégager Thomas Valtriani qui parvient, l'ancien niçois, à marquer de près face à Louis Deschâteaux. 70e minute et l'US Granville qui semble bien parti pour réussir un joli coup. Les Virois qui vont tenter évidemment de partir à l'assaut des cages, mais sur cette situation, Alban Bekombo qui ne trouve pas le cadre. L'ouverture du score grandvillesque qui a le mérite de réveiller les Virois, mais ici Dorian Charlier se voit rattrapé lui aussi par la patrouille. Son but est finalement invalidé par le corps arbitral. Et on arrive donc au coup de sifflet final de cette partie. C'est bien Granville qui s'impose 1-0 face à l'AS Virois. C'était compliqué, ils nous attendaient bloc bas, on a eu pas mal de situations en première mi-temps. Je pense qu'on doit mener au score à la mi-temps. On marque un but qui est, je pense, pas hors jeu. On a quand même continué à aller de l'avant, aller les chercher. Et on a marqué. Le plus important, c'est les 3 points. Ouais, l'US Granville qui réussit une jolie opération, pas une magnifique opération, puisque dans le même temps, l'US Boulogne a réussi à s'imposer nettement contre l'en avant Guingamp, mais la marge de 5 points existe toujours alors que le sprint final va démarrer. Les espoirs de montée sont donc légitimes. Du côté des Granvillais, du côté de l'AS Virois, on s'est sans doute réveillé trop tard en ayant commencé le match en deuxième mi-temps, tout simplement selon les dires du coach Cédric O'Haraud. Malgré les efforts de Naslan Rabet et de ses partenaires, Vire s'incline à nouveau et ne parvient pas à enchaîner 2 succès consécutifs une nouvelle fois dans ce championnat. L'opération du week-end est mauvaise pour les Virois qui ont vu dans le même temps la réserve de Lorient, Dinan-Léon, mais aussi Châteaubriand s'imposer, vous le verrez d'ici quelques secondes. Mais pour les Virois, c'est un week-end loin d'être favorable. L'US Boulogne toujours en tête de la poule de National 2, l'US Granville qui a pris ses distances nettement avec ses poursuivants. Le mano à mano va pouvoir commencer pour l'US Granville. Il va falloir grappiller point par point et réaliser une fin de saison canon si on espère tout simplement créer entre guillemets la surprise et monter pourquoi pas en championnat national. Dans la deuxième partie du tableau, ça se complique pour l'AS Virois qui perd une position. Les voilà avant-dernier, nos amis Beauquin, désormais à 7 points de la ligne de flottaison, 6 points si on considère que la 9e place ne sera pas une position de relégable. Il y a donc au moins 2 victoires à rattraper sur les équipes du dessus. L'AS Virois qui aura l'opportunité dans tous les cas d'affronter
adversaires directs ces prochaines semaines et ça va commencer dans 2 semaines avec la réception des Voltigeurs de Châteaubriand, tout simplement l'équipe qu'il faut avoir dans le viseur. Victoire obligatoire pour les Virois, l'US Grandville qui aura un déplacement compliqué à négocier du côté du Racing Club de France à la relance. Voilà pour cette partie National 2, on passe tout de suite au gros morceau, le National 3, encore une fois, et merci à tous nos contributeurs, l'intégralité des buts inscrits lors des 7 matchs du week-end. Et on va commencer cette partie National 3, si vous le voulez bien, non pas par la lutte pour la montée en National 2, mais par la course pour le maintien. Ce week-end s'est tenu un duel d'importance dans le bas de tableau entre la réserve du Stade Malherbe de Caen en mal de points depuis quelques semaines et un CMS Oissel qui espérait bien faire un joli coup. Thomas Bèze s'est rendu sur place, il nous raconte cette partie. La réserve du Stade Malherbe de Caen accueille le CMS Oissel, 2 équipes en quête de points dans la lutte pour le maintien. Ce sont les hommes de Draman Dilin qui débutent la rencontre. Malheureusement, dès la 6e minute de jeu, il va y avoir un fait de jeu marquant avec la blessure d'Axel Temperton suite à ce choc avec son coéquipier, le gardien de Oissel qui est blessé à la main. Sans doute une fracture au doigt. On lui souhaite bien entendu un très bon rétablissement. Et c'est Jérémy Prieur qui enfile son maillot et ses gants. Malherbe qui va attaquer dans cette première période et Jérémy Prieur qui va repousser une première fois la tentative cannaise, puis une seconde fois sur cette frappe de l'extérieur de la surface de réparation. Oissel qui va réagir sur coup franc avec ce ballon qui est dévié en corner. Sur le corner qui suit, on joue à 2. On va tenter de mettre le danger dans la surface de réparation. Le ballon qui est mal dégagé, ça va revenir dans les pieds de Oissel avec ce ballon qui n'est toujours pas bien dégagé par la défense cannaise. Un nouveau centre venu de la droite. On trouve Raphaël Gomis qui se libère du marquage et qui vient ouvrir le score, qui vient tromper parfait Mandanda d'une tête que l'on revoit au ralenti. Raphaël Gomis libre de tout marquage. Il y aura bien cette réaction avec Abdoulaye Niakate qui sert Bagmema, mais c'est une nouvelle parade pour Jérémy Prieur en 2 temps. Au retour des vestiaires, le Stade Malherbe de Caen qui va continuer d'attaquer et qui va trouver la solution sur coup franc avec Abdoulaye Niakate qui est lui aussi démarqué et qui vient tromper Jérémy Prieur. Voilà les 2 équipes à égalité. Dans cette seconde période, le Stade Malherbe qui montre un tout autre visage et qui va continuer d'attaquer, même si là la frappe manque de puissance. Et il y aura ce joli mouvement collectif. On trouve Tidiane Gomis qui dévie à peine le ballon, mais c'est Zoumana Bagmema qui vient donner l'avantage au Stade Malherbe de Caen. Une frappe imparable. Le but qu'on revoit au ralenti avec cette légère déviation de Tidiane Gomis, mais c'est bien le numéro 10, Canet, qui va redonner l'avantage aux siens et même la victoire puisque le score ne bougera plus. Victoire 2-1 de la réserve de Malherbe. La victoire qui va faire du bien forcément au Stade Malherbe et un CMS Oissel qui ne parvient pas à prendre ses distances avec la zone rouge. Thomas Bèze a retrouvé différents acteurs à l'issue de cette rencontre. Voici ce qu'ils avaient à dire. Oui, on a été, j'avais dit aux joueurs qu'il était temps qu'on soit récompensé de tous nos efforts. On avait fait une dernière prestation à Villers très cohérente et puis on était tombé en deuxième mi-temps. Cette fois-ci, on a fait une première mi-temps très très moyenne, où on était loin du compte dans les intentions. Et puis on a été chercher grâce à tout le club, parce que tout le monde s'est investi, en premier lieu les joueurs professionnels, alors qu'il y avait une trêve internationale, le coach pro, l'ensemble du club, l'ensemble du staff pro. Donc c'est très positif pour la réserve du Stade Malherbe. Je suis très heureux pour le club, pour la réserve et que les joueurs soient récompensés. Je pense qu'il a le doigt qui était en zigzag, donc il a le doigt bien cassé. Après, voilà, des fois on fait des choix de prendre 5 joueurs sur le banc pour avoir plus de possibilités. C'est vrai que quand le gardien se blesse, voilà. Après, je pense que sur le match, on va dire que ça n'a pas eu d'incidence parce que les
2 buts pris, je vois pas comment on aurait pu s'en sortir. Et ce deuxième et le coup de pied arrêté, qui de temps en temps va dans les buts. On sait que voilà, s'il y avait un problème, c'est lui qui serait allé. Donc voilà, après, c'est quelqu'un qui parle, qui demande, qui prend ses responsabilités. Donc à ce poste-là, c'est toujours... après voilà, c'était jamais souhaité. Mais je peux pas dire déçu parce que du coup, sur le match, il n'y avait pas photo dans l'utilisation du ballon entre Malherbe et puis Wassel. Maintenant, voilà, on était proche de l'exploit. On avait du moins tout fait pour que ça puisse tourner et puis qu'on puisse au moins ramener un petit point. Les ingrédients à mettre, c'est avoir un petit peu plus de présence, de course, de changement de direction, être un peu plus offensif. On est un peu inoffensif. C'est ce qui me dérange un peu plus parce qu'il y a des matchs, il faudra absolument aller les gagner. Donc du coup, il faudra mettre de la maîtrise, il faudra aller vers l'avant sans se déséquilibrer. Donc c'est ça, c'est sur le secteur sur lequel on va travailler. Ouais, ça a été compliqué. On a l'impression qu'il y a certains éléments qui ne tournent pas trop en notre faveur. C'est comme ça quand on joue le maintien qu'il faut se battre pour pas redescendre. Après, moi, le match compliqué parce que dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à faire, tout ça. Et sur les buts qu'on prend, on prend sur une de nos coup de pied arrêté. Et puis le deuxième, c'est un beau but. Après, je pense que si on prend pas ce coup de pied arrêté, je pense qu'on peut gagner le match. Et voilà, après, il va falloir se battre pour le maintien, continuer à tout donner jusqu'au bout. Il reste 7 matchs, 7 finales. C'est pas du tout le même match qu'Alençon, c'est ce que je disais, la mentalité était différente, on a mis de l'impact. Enfin, c'est une belle équipe de Caen parce que faut dire aussi, des fois que les équipes en face sont belles, elles ont bien joué. Nous, on a mis de l'intensité, de l'impact. Après, on prend des buts sur des faits de jeu. Et puis la blessure d'Axel ne nous facilite pas le match. Jusqu'au bout, il va rester. On a des confrontations directes pour le maintien. Là, on a des confrontations directes contre Caen. Quand on a gagné, voilà. Mais non, il reste pas mal de matchs. On enchaîne avec toujours la lutte pour ne pas descendre. Cette fois-ci, la réception par le FC Flers de l'équipe des Mureaux, lanterne rouge de ce championnat. On s'était quitté il y a quelques jours sur le retour de la victoire dans le camp du FC Flers, une victoire arrachée contre la réserve de QRM après avoir été mené 1-0. Le FC Flers qui visait le 6/6 en recevant Oisé, la lanterne rouge des Mureaux qui avait passé, on vous le rappelle, un mauvais moment à domicile contre la SPTT Caen. Eh bien, ça va plutôt bien commencer pour les hommes de Dominique Gomis. 25e minute, Kéran versé déjà particulièrement en vue contre les PTT expédie une superbe frappe droit dans la lucarne du malheureux Valentin Prévost qui ne peut rien. Derrière, les Flériens se retrouvent obligés de courir après le score et en début de deuxième période passe tout près de la correctionnelle. Prévost qui réussit à s'interposer, le FC Flers qui va multiplier les offensives sans succès dans un premier temps et qui va finir même par se retrouver en supériorité numérique peu après l'heure de jeu. Le FC Flers qui joue de malchance en trouvant ici la barre transversale, succession d'occasions et le gardien des Mureaux, quand ce n'est pas la barre transversale, le gardien des Mureaux Alexandre Menet qui fait des merveilles en s'interposant sur les tentatives flériennes. Le temps tourne et on arrive dans les 10 dernières minutes, ce corner à la 86e minute et qui jaillit Mathis Le Cerf Gosselin, 86e minute sur corner. Le FC Flers qui arrache un point, ou du moins le croit-on, puisqu'il va rester le temps additionnel et Flers déterminé sous l'impulsion des changements de Tony Rouillon, déterminé à marquer le but de la victoire. Les Mureaux qui tentent de résister, le FC Flers 96e minute qui touche à nouveau la barre transversale, mais cette fois-ci Demba Tidiandia, l'homme providentiel, réussit à pousser le ballon au fond des filets dans une ambiance des grands soirs. Le public flérien qui jubile et le FC Flers qui, à la dernière seconde, enfonce les Mureaux et arrache la victoire 2-1 pour les joueurs de l'Orne qui reprennent des couleurs et qui réalisent l'une des excellentes opérations dans la lutte pour ne pas descendre en fin de saison. La belle affaire, oui, pour Tony Rouillon et ses hommes qui prennent leur distance avec la zone rouge. On découvre en fin d'émission le bilan sur le classement tout simplement. Et on va commencer forcément à attaquer le gros morceau de ce week-end, à savoir le derby de la Côte-Fleurie. Le duel attendu entre un SU d'Yves Cabourg en pleine forme qui reste sur 3 victoires de suite en championnat. Et le leader, l'AS Villers-Olgate, qui nous a laissé sur une victoire renversante et impressionnante, 3-2 face
au Stade Malherbe. L'idée pour la SVH, c'est évidemment de maintenir la distance avec des poursuivants plutôt en forme. Le SUDC vise la passe de 4, vise le maintien le plus rapidement possible. Et ce sont les hommes du duo Philippe Clément, Julien Le Pen qui vont se mettre les premiers en évidence avec cette magnifique reprise de volée signée Willy Suré. Un but à 0 pour le SU Div Cabourg dans une très jolie ambiance. Willy Suré qui met ses partenaires sur 2 bois et ce but a le mérite de réveiller tout simplement l'AS Villers-Houlgate qui va se mettre à l'assaut des cages de Max Verrier. Le SU Div Cabourg recule au fil des minutes. Malheureusement, Kevin Goba ici à l'œuvre et ses partenaires manquent de justesse. Ils vont toutefois finir par être récompensés sur un coup du sort. Max Verrier manque de discernement sur son dégagement, remet tout simplement l'AS Villers-Houlgate et Teddy Godiche en jeu, qui sert Kevin Goba. Il lui en faut pas 1000 à l'ancien attaquant de l'Avant-Garde Cannes pour marquer un but partout à la 40e minute. Et sur la dynamique de la partie, c'est assez logique. La SVH qui passe tout près de récolter un penalty, mais rien, indique monsieur l'arbitre. L'AS Villers-Houlgate qui derrière va partir à la faute et juste avant la pause subir le but du gauche d'Aurélien Toris, un but qui va propulser définitivement le SU Div Cabourg vers la victoire. Un décalage de Willy aux abords de la surface, un petit ballon en retrait. J'arrive à regarder où se positionne le gardien, je ferme côté fermé et puis ça passe. Plaisir avec le passeur, plaisir que lui également marque aujourd'hui et puis la manière aussi avec le score quand même face au premier 4-1. Donc on est récompensé de notre travail et ça fait plaisir. Oui, Aurélien Toris le révèle d'ores et déjà, le score final sera de 4-1. Ce but avant la pause qui va entériner le score et vous allez le voir en deuxième période, le SUDC va user de contre supersonique ici. Matteo Mendy poussé dans le dos, nouvelle situation litigieuse dans une surface mais toujours pas de penalty. Selon monsieur l'arbitre, l'AS Villers-Houlgate n'est qu'à un but. L'AS Villers-Houlgate à ce moment du match est évidemment en vie, fait de son mieux pour venir inquiéter Max Verrier, mais encore une fois, cela manque de précision et à force d'attaquer les joueurs en jaune et vert qui laissent des boulevards derrière eux et sur l'un d'entre eux, Idrissa Seydi qui réussit à servir Matteo Mendy pour le but du 3-1 à la 69e minute. À ce moment-là, évidemment, les choses sont plus compliquées que jamais pour le leader du championnat. Énorme liesse dans les tribunes du SU Div Cabourg. Nouvelle situation, Matteo Mendy s'échappe, la défense a un gros temps de retard et Gaëtan Boirou ne peut rien. 82e, le doublé pour Matteo Mendy. Le score donc sera de 4-1, score final pour le SU Div Cabourg qui triomphe nettement de son rival, qui va d'ailleurs terminer en infériorité numérique. Cette partie, ça n'aura pas de conséquences sur le score final. Le SU Div Cabourg signe un retentissant 4e succès de suite en championnat. Après c'est un derby seulement, j'ai l'impression, pour le SU Div Cabourg. Je dis ça, il n'y a pas de pique particulière, mais dans nos deux méthodes de communication cette semaine, les différents réseaux sociaux du SU Div Cabourg ont parlé d'un derby. J'ai pas vu ça sur la communication de la SVH. Après c'est pas spécialement un pic, mais ça prouve bien que l'identité de ces deux clubs est bel et bien différente et on a peut-être plus de joueurs entre guillemets qui sont attachés à une identité d'Yvez et des valeurs de club. Le coach tout à l'heure à la causerie nous a un petit peu galvanisé en nous rappelant que là c'était le derby pas du Pays d'Auge mais au moins de la Côte-Fleurie, que c'était deux structures de ville totalement différentes avec une population totalement différente et on avait à cœur de véhiculer l'image que lui essaye de mettre en avant de Div, c'est-à-dire les valeurs ouvrières, etc. Et là, j'ai l'impression que aujourd'hui, on s'est mis le cul par terre 2 fois plus que d'habitude et c'est ce qui était attendu, donc on est super content. Le leader du championnat qui lâche donc des points. La question est de savoir désormais dans les matchs qui restent si les poursuivants de l'AS Villers-Houlgate en ont profité. On voit ça tout de suite avec Thomas Bez, avec une première partie forcément attendue, le duel entre l'US Alençon et l'Avant-Garde Cannes. L'US Alençon qui reçoit une AG Caen Football en crise, qui vient de mettre Félix Legras à la tête de son équipe après la mise à l'écart de Christophe Dubosc.
Et ce sont les Canets qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Dès la 10e minute de jeu, il y a un bon débordement de Mickaël Fati. Fati qui va pouvoir centrer le ballon qui est dégagé, mais mal dégagé. C'est repris dans la surface de réparation. La frappe de Sabri Toufiki qui fuit le cadre. La réaction d'Hakim El Hamdaoui avec cette frappe qui est repoussée par Pascal Michelisi. 20e minute de jeu, il y a ce ballon vers Ilyes Nakoubi qui peut adresser un centre-pied gauche pour Hakim El Hamdaoui qui vient ouvrir le score d'une tête croisée. C'est imparable. On revoit le but, magnifique. Cette tête croisée qui laisse aucune possibilité au gardien d'intervenir. Il va y avoir une réaction canaise avec ce bon ballon mis en profondeur pour Mickaël Fati qui élimine Romain Quincan. Le ballon est dégagé sur la ligne mais le danger va revenir avec la récupération. Sabri Toufiki, cette fois c'est capté. Nous jouons la 38e minute de jeu quand il y a ce ballon en profondeur pour Hakim El Hamdaoui. La feinte de frappe, le lob, c'est magnifique. 2-0 pour l'US Alençon. Une frappe stratosphérique de Hakim El Hamdaoui. Pascal Michelisi qui ne peut rien faire sur cette action. Au retour des vestiaires et même dans le début du dernier quart d'heure, l'AG Caen qui va revenir avec ce ballon. Mickaël Fati qui s'appuie, qui arrive à se retourner. Un centre venu de la droite, le ballon qui est mal dégagé. C'est Jean-Marc Hachi qui est là, qui peut se retourner et réduire le score. Voilà de quoi redonner de l'espoir à l'AG Caen. Voilà, on revoit le but au ralenti. Mais l'espoir va être de courte durée avec 3 minutes plus tard cette nouvelle offensive. Amaury Tessier qui vient centrer pour le pied gauche. La reprise de volée d'Hakim El Hamdaoui, magnifique, une demi-volée. Un nouveau golasso de l'attaquant alençonnais qui signe un triplé. Il y aura bien une dernière action, peut-être pour l'AG Caen, mais on en restera là. Victoire 3-1 de l'US Alençon. On écoute tout de suite la réaction du triple buteur. Ouais, carrément, ça fait du bien, ça faisait longtemps. L'année dernière, là je mets un triplé, ça fait du bien. De beaux buts, c'est vrai. Je suis en confiance, je retrouve un peu mon jeu, mon efficacité devant le but, donc ça fait du bien. Que j'avais perdu depuis il y a 2 mois en arrière. Donc c'était un peu plus compliqué, mais voilà, je reviens bien, donc je retrouve la confiance dans le but et puis ça marche tout seul. Monsieur Hakim El Hamdaoui qui a fait un match extraordinaire, je suis très heureux pour lui parce qu'il nous marque 3 buts talentueux. Le premier, il arrive à se démarquer sur un super centre de Ilyes Nakoubi et il fait une tête décroisée extraordinaire. Le deuxième, il est seul excentré, fait une feinte de frappe, il double le gardien. Et puis le troisième, c'est une reprise de volée du pied gauche qui arrive à un moment où il revient à 2-1. Je dirais, voilà, quand on a un joueur comme ça et un homme comme ça dans une équipe, on est heureux, quoi. On est heureux. Moi, je suis heureux pour lui parce que c'est un garçon plein de talent, c'est un garçon ravissant. Voilà, c'est une grande famille ravissante et aujourd'hui, il a montré son talent. Il nous aide parce qu'en fait, c'est le boulot qu'on lui demande et des fois, c'est dur aussi pour lui parce qu'il est un peu en panne, mais aujourd'hui, il a montré tout son panel de talent. On fera le point tout à l'heure évidemment, mais avec cette victoire et cette maestria d'Hakim El Hamdaoui, l'US Alençon revient à une petite unité seulement de l'AS Villers-Roulgate qui compte néanmoins un match de plus à disputer dans ce championnat. Mais on est en droit de penser que la lutte pour la montée, la lutte finale pour la montée est bel et bien lancée. Ce sera passionnant à suivre, on en est certain. Alors l'US Alençon n'est pas la seule équipe dans la course. Il y a aussi d'autres poursuivants, à commencer par le FC Saint-Lomanche qui a battu une carte aussi importante ce week-end face à une équipe réserve du Havre qui souffle le chaud et le froid dans ce championnat de National 3. Et vous allez le voir, les premières minutes en images sont à l'avantage des gardiens, les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Le FC Saint-Lô qui, en cas de victoire, pourrait quasiment entériner son maintien définitivement dans ce championnat qui bute à nouveau sur le portier havrais. Mais à l'arrivée, à force d'insister, c'est l'ancien de la maison, Tony Lambard, à la 33e minute, qui, d'un joli enchaînement, parvient à marquer le but du 1-0. Ça ne va pas durer très longtemps puisque la réserve du Havre, par l'intermédiaire de Ben Bamba Soumaoro,
égalise juste après l'ouverture du score, 8 minutes exactement après l'ouverture du score manchoise. Mais on ne se laisse pas abattre côté manchois, loin de là. Et juste avant la pause, Tony Lambard, qui à bout portant redonne l'avantage au FC Saint-Lomange, chez doublé pour l'historique joueur du FC. En deuxième partie, les hommes de François Rodriguez qui passent tout près sur cette situation de l'égalisation. C'est la barre transversale qui repousse la tentative havraise. Derrière, on n'est pas loin de voir Xavier Gallien jouer les passeurs décisifs, mais ça ne passe pas sur cette magnifique transmission. Ce ne sera que partie remise, puisqu'à la 67e minute, l'excellent Baptiste Fleury, décidément en forme cette saison, s'en vient marquer le but du break. C'est pas terminé pour le FC Saint-Lomange, décidément en grande forme, même si sur ce coup-là, ça ne sourit pas. Le FC Saint-Lomange qui va inscrire un 4e but dans ce match, au plus grand bonheur, au plus grand plaisir de l'entraîneur Djilali Bekar, qui vit décidément une magnifique saison chez les préfectoraux. Tony Lambard, à la 76e minute, imite Hakim El Hamdaoui et signe lui aussi un doublé retentissant. Les joueurs d'expérience de ce championnat qui se distinguent. Le FC Saint-Lô s'impose 4. Oh, forcément, tout de suite, la réaction, Tony Lambard. D'avoir eu la chance de marquer 3 buts ce soir, surtout qu'on a gagné ce match 4-1. Avec, je pense, la manière. Il y a eu des très belles choses, il y a eu des très beaux buts. Donc voilà, hein, moi je suis très content individuellement, mais ce qui compte c'est le collectif. On voit bien les petites scènes de joie dans le vestiaire après. Ça fait du bien, donc non, c'est top, ça fait vraiment du bien, c'est cool. C'est un peu comme l'année dernière, il y a encore pas mal de descentes avec la refonte des championnats. Donc la première chose à acquérir, c'était le maintien absolument. Donc je pense que c'est chose faite avec 34 points. Donc franchement maintenant c'est bonus. Perso, avec toutes les saisons que j'ai fait au FC, je pense que c'est une des premières fois où on a autant de points à ce moment de la saison. Donc c'est plaisant quoi. On arrive, on s'entraîne avec plaisir. On n'a pas de pression à jouer les matchs. C'est que du bonus. Et là on a des gros matchs qui arrivent. Donc c'est des adversaires directs. Tout ce qu'on a à prendre, on va le prendre, c'est top quoi. Donc non, ça fait du bien de pas stresser la semaine, même quand on est au boulot, de penser au foot, et de se dire si on descend, machin, truc. Non, ça va être que du bonus, donc c'est cool. Et voilà également 3 points de repris pour le FC Saint-Lomange sur le sommet du championnat. Mine de rien, le FC Saint-Lô peut, comme l'a dit Tony Lambard, s'offrir une fin de saison bonus et pourquoi pas rêver en tout cas. Grand coup de chapeau aux vieux briscards que sont Hakim El Hamdaoui et Tony Lambard pour leur triplé respectif ce week-end. L'US Alençon s'est imposé, le FC Saint-Lô aussi. Reste à savoir si la SPTT Caen a été capable de maintenir à flot sa magnifique série d'invincibilité avec un sacré défi, aller résister à un FC Dieppe en plein renouveau du côté du stade Jean Dasnias. Est-ce que les harengs du FC Dieppe seront ceux qui font tomber la SPTT Caen? C'est 15 matchs sans défaite pour les postiers. Et le coup d'envoi est donné de cette rencontre. Ce sont les hommes de Laurent Dufour qui vont se procurer la première occasion dès la 5e minute de jeu. Ce corner qui est très bien joué et Nicolas Camillo qui manque de peu l'ouverture du score. Mais 2 minutes plus tard, c'est Evan Olivier qui reprend ce ballon au premier poteau. C'est sous la barre, c'est magnifique. 1-0 et un petit salto. On revoit l'ouverture du score. La défense n'y peut rien du tout. Et la SPTT Caen qui va continuer d'attaquer avec cette bonne frappe et l'arrêt. Nouveau corner et le danger qui reste dans la surface de réparation. On n'arrive pas à se dégager. Une première frappe détournée. Puis une seconde. Le danger qui n'est pas totalement écarté une première fois. Cette fois, c'est fait. On va pouvoir respirer du côté du FC Dieppe. Il y aura bien une réponse avec Quentin Stockley qui pénètre dans la surface de réparation. C'est contré. Le ballon aux abords de la surface. La frappe qui manque le cadre. En seconde période, c'est Maurice Latouka qui est lancé en profondeur et qui vient tromper Kenny Renard. Égalisation dès la 51e minute de jeu. Et voilà les deux équipes remises dos à dos dans une rencontre vraiment très agréable à suivre. On revoit ce but au ralenti. Et les postiers qui vont repartir à l'attaque avec cette frappe de Léo Hamel qui manque le cadre. Nouvelle opportunité sur coup franc pour le FC Dieppe. C'est détourné par Kenny Renard magnifiquement. Ballon en profondeur et le danger qui va
Arrivé aux abords de la surface de réparation du FC Dieppe, la frappe frôle le montant, mais c'est hors cadre. Il y aura peut-être une dernière opportunité pour la SPTT Caen, le ballon qui est contré. Le danger qui n'est pas totalement écarté, voilà qui est fait. Et peut-être une contre-attaque de l'autre côté. Et on réclame une faute du côté du FC Dieppe. Mais monsieur l'arbitre met un terme à cette rencontre. Score de parité entre les deux équipes, un partout. Et un point de prix donc pour la SPTT Caen qui espère bien se mêler à la lutte. Vous le verrez dans quelques instants au classement, mais ça peut être complètement fou. Cette fin de saison, il restait une équipe à scruter qui jouait dimanche du côté de la réserve de QRM. C'est la surprenante formation des Yvelines, l'AS Chatou, qui compte bien jouer les troubles fêtes jusqu'au bout face à une équipe de QRM battue sur le tard du côté de Flers la semaine dernière. Eh bien, l'AS Chatou va ouvrir le score, très à l'aise en déplacement cette saison. Les joueurs des Yvelines, et c'est un buteur qu'on connaît dans ce championnat, qu'on a appris à connaître, Chekne Traoré, qui trompe son vis-à-vis du gauche pour le 1-0 à la 27e minute. L'AS Chatou qui prend les devants et qui compte aussi profiter du ralentissement au sommet. L'équipe de QRM qui va avoir une possibilité d'égaliser sur penalty, c'est Robin Legendre qui malheureusement juste avant la pause vient échouer dans sa tentative. L'ancien joueur du Stade Malherbe et du Stade Brestois qui ne parvient pas à marquer. On en reste à 1-0 pour l'AS Chatou qui en deuxième période va entériner son succès grâce à qui? Grâce à Chekne Traoré juste avant l'heure de jeu qui clôt les débats. 2-0, victoire de l'AS Chatou qui s'accroche dans ce championnat. Il reste évidemment, concernant les joueurs des Yvelines, cette question, est-ce qu'ils vont perdre ou non 3 points de pénalité? C'est une question qu'on a soulevée voilà quelques semaines. Pour l'instant, les 3 points, ils les ont toujours, nos amis franciliens. Donc, affaire à suivre. Et voici donc pour vous le bilan de cette journée. Voici le classement du National 3 pour commencer avec l'AS Villers-Houlgate qui reste au sommet, qui abattra une carte importante la semaine prochaine avec la réception du CMS Wassel pour reprendre cette distance. Mais en attendant, 4 points seulement séparent l'AS Villers-Houlgate du 5e, l'AS PTT Caen, l'AS Villers-Houlgate, Alençon, Chatou, Saint-Lô, l'AS PTT Caen. Peut-être que l'une de ces formations, toutes ces formations joueront la montée jusqu'au bout. Le SUDIF Cabourg passe à la 6e place, juste devant le FC Dieppe. La deuxième partie de tableau est elle aussi très intéressante. Encore une fois, superbe opération du FC Flers avec 25 points qui prend ses distances sur la zone rouge. Le SM Caen, la réserve qui respire et avec un match en moins à disputer en plus. Le CMS Wassel toujours en sursis et les relégables, la réserve de QRM, l'AG Caen et les Mureaux qui a mené au score ce week-end à Flers et qui risquent d'avoir perdu gros en se faisant renverser dans les 5 dernières minutes. Le programme de la 21e journée, ce sera dans 2 semaines avec le choc l'AS Chatou face à l'US Alençon, mais aussi le choc entre l'AS Villers-Houlgate et le FC Saint-Le-Manche. On a hâte de voir ces matchs. L'AS PTT Caen qui tentera de son côté de poursuivre sa belle série du côté de la réserve du Havre. Duel important pour le maintien, le derby de Caen entre l'Avant-Garde et le Stade Malherbe. Wassel reçoit le SUDIF Cabourg, le FC Dieppe affronte le FC Flers. Dernière chance peut-être pour l'OFC Les Mureaux et la réserve du QRM qui s'affrontent le dimanche 7 avril. La semaine prochaine, mini débrief, on reviendra sur 3 matchs reportés, les 3 derniers matchs à jouer, l'importantissime AS Villers-Houlgate Wassel, le FC Dieppe face à la réserve du Stade Malherbe et le derby des Yvelines, AS Chatou contre OFC Les Mureaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu énormément de buts inscrits ce week-end. Et bien voici les conséquences sur le classement des buteurs. Hakim El Hamdaoui au sommet devant Baptiste Fleury, Chekne Traoré, Dembadia, Matteo Mendy, tous à 9 buts. Tony Lambard qui fait son apparition dans notre top 7 grâce à son triplé. Kevin Goba, unique buteur de la SVH du côté du SUDIF Cabourg, clôt la marche tout simplement. Beaucoup de beaux noms et un superbe week-end offensif. Merci beaucoup à tous nos acteurs. On s'est vraiment régalé à préparer cet épisode du débrief. On n'aurait pas pu le préparer sans l'apport de tous nos contributeurs. Merci à vous tous dans les différents clubs normands. C'est toujours précieux, mais c'est toujours important aussi de vous remercier émission après émission. Il n'y a pas de redondance là-dedans. Merci pour votre soutien précieux. On va marquer une petite pause dans le débrief. La semaine prochaine, on vous proposera vraiment quelque chose de très court pour revenir sur les résultats des 3 matchs en retard. Mais avec Thomas, nous reviendrons très en forme, plus en forme que jamais dans 2 semaines pour vous raconter bien le début du sprint final, la 21e journée du National 2, de National 3. Beaucoup de choses, on en est sûr, à vous raconter. Merci pour votre fidélité. Passez toutes et tous 2 belles semaines. À très bientôt sur Foot Normand. Salut!